Bonjour, bienvenue à cette présentation webinaire du contenu que nous avons présenté dans le cadre de la tournée de la FCCQ, les ateliers RH Manuvie. Notre objectif est de vous orienter vers des pistes de solutions potentielles ainsi que des innovations qui vous permettront d'adapter vos pratiques afin de faire face aux défis du marché du travail. Nous avons rassemblé des experts de différents champs d'expertise reliés aux ressources humaines qui vous livreront leurs meilleures pratiques que vous pourrez appliquer concrètement par la suite. Nous tenons à remercier nos partenaires présentateurs pour leur implication lors des 14 conférences de la tournée, soit le gouvernement du Québec, Manuvie, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Syntel, le Bureau de normalisation du Québec et Boomerang.ca. Nous tenons aussi à remercier le Fonds de solidarité FTQ pour leur association à notre tournée. Permettez-moi de vous présenter notre prochain présentateur, ou plutôt nos prochaines présentatrices. De Syntel. Syntel est le chef de file dans le secteur de l'intelligence d'affaires au Québec, et ce depuis près de 30 ans. Cette organisation de Québec se spécialise dans le développement de solutions en intelligence d'affaires et dans l'accompagnement de sa clientèle dans toutes les phases d'un projet d'intelligence d'affaires. Syntel préserve sa position de leader grâce à son équipe expérimentée, ses activités de recherche et développement et ses formations portant sur les meilleures pratiques et technologies dans le domaine. En outre, Syntel propose une gamme complète de services et de produits analytiques développés pour optimiser la gestion du capital humain. Notre notre première présentatrice, désolé, elle est André Laforge, détentrice d'un baccalauréat en génie mécanique et d'un MBA en gestion des opérations de l'Université Laval. Madame Laforge cumule plus de 25 ans d'expérience dans des postes de gestion. Depuis maintenant 7 ans, elle occupe le poste de vice-présidente expérience employée et chef de produit enthousiaste chez Syntel. Passionnée d'intelligence d'affaires, d'indicateurs de performance et de capital humain, elle anime le blog Mesurer le capital humain et participe à plusieurs tribunes sur l'analytique RH. En 2018, elle a été nommée parmi le top 100 des HR Analytics Influencers au monde. Madame Laforge sera accompagnée par Madame Amy Ruel, qui est conseillère aux entreprises chez Syntel lors de cette présentation. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci, Benoît. Bon, ben, aujourd'hui, on va vous parler d'analytique RH et ça, c'est pour améliorer, bien entendu, la performance de votre entreprise. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de Syntel. Syntel est une firme québécoise qui est en affaires depuis près de 30 ans. Et ce qu'on fait actuellement chez Syntel et ce qu'on fait plus précisément, c'est du BI ou de l'intelligence d'affaires. Qu'est-ce que c'est ça du BI, du Business Intelligence? C'est d'aller chercher les données dans les systèmes de l'organisation et de les amener aux décideurs pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions. En 2009, Syntel a décidé de s'orienter vers les technologies RH, donc de développer des applications visant principalement le capital humain, d'où notre nouvelle division qui s'appelle maintenant Syntel Capital Humain. Vous pouvez voir un peu le genre de clients que nous avons. Nous avons autant des clients dans la grande entreprise que dans la petite entreprise, partout au Québec. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un peu une définition de ce qu'est l'analytique RH. L'analytique RH, en fait, ça vous aide à prendre des décisions, je dirais peut-être pas optimales, mais au moins qui sont plus optimisées que si on n'a pas de données pour prendre nos décisions. Si on regarde un peu le continuum de l'analytique, on a l'intelligence qu'on voit au bas du graphique et la valeur ajoutée qui est à l'axe des Y. Et on part avec l'intuition. L'intuition, c'est le départ de l'analytique, mais en fait, il ne faut pas seulement se fier à l'intuition. Il faut ensuite être capable de produire des indicateurs de performance, des indicateurs qu'on va aller chercher avec les données qu'on a dans nos systèmes RH. Après les indicateurs se trouve le benchmark. Le benchmark, c'est d'être capable de comparer nos indicateurs avec l'externe de notre entreprise. Le benchmark, en fait, ce que c'est quand je peux vous faire une analogie, c'est quand on conduit, on regarde notre tableau de bord, on regarde nos indicateurs, mais de temps en temps, il faut regarder à l'externe pour être en mesure de mieux s'orienter. Le benchmark, c'est à ça que ça sert. Finalement, pas finalement, mais après, on a le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est là où on vient chercher autant nos indicateurs, nos benchmarks, et on vient mettre ça sur une plateforme qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées.
Le tableau de bord est quelque chose qu'on va mettre à jour régulièrement. On ne parle pas de tableau de bord annuel, on parle vraiment de tableau de bord. En ressources humaines, on pourrait dire qu'un tableau de bord peut être mis à jour mensuellement pour être une bonne fréquence de mise à jour. Finalement, avant le mur de l'analytique, on a les sondages. Les gens en ressources humaines, les professionnels RH font souvent des sondages dans leurs organisations pour aller chercher le pouls de leurs employés. Souvent, on va prendre ces données-là et ils vont être séparés du reste. Ce qui est important de faire, c'est prendre les données de sondage et de venir les croiser avec les autres données de l'organisation dans le tableau de bord. Là, on voit une espèce de mur et c'est ce qu'on appelle le mur de l'analytique. Tout ce qui est à gauche du mur, c'est le quoi, donc dans le descriptif. C'est super important de maîtriser ça en tant que ressources humaines avant de passer dans le pourquoi et tout ce qui est corrélation, simulation, prédiction et même prescription. Cette partie-là de l'analytique, on n'a pas le choix d'investir autant en ressources humaines, autant en technologie pour être en mesure de réaliser le pourquoi. Ça nous prend des gens un peu différents dans notre équipe quand on veut faire de la prédiction ou de la prescription. Maintenant, vous voulez partir en analytique, c'est quoi la base? C'est quoi les 3 choses que vous devez connaître de votre organisation? C'est assez simple. Votre nombre d'employés, votre nombre d'embauches et votre nombre de départs. Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer ces 3 choses-là, vous avez un petit problème. Donc, nombre d'employés, nombre d'embauches, nombre de départs. Maintenant, ce que vous allez vous rendre compte, surtout quand vous allez vouloir vous comparer avec d'autres organisations, c'est d'avoir une définition commune. Et là, je vais vous donner un petit exemple. Vous êtes une compagnie Acme, et vous appelez votre voisin qui est la compagnie YOLO. Et là, vous demandez à votre voisin, c'est quoi ton taux de roulement volontaire? Et là, il dit, ben moi, c'est 10,9. Puis toi, tu te dis, moi, je suis 8,9. Donc, je suis bon, hein, j'ai un meilleur taux de roulement. Cependant, si on regarde plus en détail comment Acme et YOLO calculent leur taux de roulement, on peut se rendre compte qu'il y a des petites différences. Ainsi, Acme calcule son taux de roulement volontaire avec le nombre de démissions sur le nombre d'employés à la fin de la période. Et il multiplie ça par 100, ça lui donne son taux de roulement. Tandis que YOLO, lui, il prend son nombre de départs volontaires. Et dans les départs volontaires, on n'a pas seulement les démissions, on a aussi les retraites. Et on divise ça par le nombre moyen d'employés. Là, on ne divise pas par le même nombre d'employés, donc on peut se rendre compte que là, on va avoir des réponses qui vont être différentes. Si on met les 2 organisations sur la même base de calcul, en passant, on utilise cette fois-ci la définition de YOLO qui, elle, est la définition des meilleures pratiques d'affaires, on se rend compte qu'à ce moment-là, YOLO reste à 10,9, tandis que Acme atteint maintenant 13,4. Donc, ce qui semblait être bon pour Acme au départ ne l'est plus vraiment si on met ça sur la même définition de calcul. Donc, dans le benchmarking, quand on se compare, c'est très important d'avoir une définition commune. Maintenant, je vais laisser la parole à Amy qui va vous parler de notre initiative de benchmarking. Donc, depuis 2016 maintenant, donc ça fait maintenant 2 ans, Syntel a lancé Mesure RH. Pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas notre produit, il s'agit de la première initiative de benchmarking pour les ressources humaines qui est totalement en ligne. C'est une application qui vous permet d'obtenir des données 100% fiables et 100% confidentielles de benchmark. Toutes les formules sont harmonisées dans le sens où tous les participants utilisent les mêmes formules de calcul. Comment? C'est simple, c'est que c'est la plateforme qui calcule vos indicateurs pour vous. Il s'agit bien entendu de 13 indicateurs de performance en ressources humaines. Donc, nous avons tant des indicateurs de roulement, des indicateurs de recrutement. Nous avons également des indicateurs financiers, de formation, démographique. Nous en avons 13 pour vous. Ensuite, les 13 indicateurs n'ont pas été choisis par Syntel, mais bel et bien par les entreprises québécoises par le biais d'un sondage. Donc, ce sont des indicateurs qui sont considérés comme étant importants pour l'industrie québécoise. La consultation des résultats ainsi que la saisie des données se fait complètement en ligne. Et ce que ça vous permet de faire, c'est d'obtenir un positionnement clair de votre entreprise au sein du marché. Donc, où sont vos forces, bien entendu, mais également où sont vos lacunes. Donc, où vous devriez concentrer vos efforts.
Et le fonctionnement de Mesure RH est bien simple. Donc, 4 fois par année, à chaque trimestre, vous devez rentrer sur la plateforme pour soumettre vos informations. Et là, il s'agit d'un formulaire qui comprend environ une trentaine de données à soumettre. Donc, une fois que vous avez soumis vos données, et là, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas forcé de tout soumettre. Donc, s'il y a des informations que vous n'avez pas ou des informations qui sont liées à des indicateurs qui ne vous intéressent pas, vous n'êtes jamais forcé de les soumettre. Moins de 24 heures après la saisie de vos données, vous avez accès à vos résultats. Et c'est là que le plaisir commence, je vous dirais. Donc, vous pouvez vous comparer auprès de tout le monde. Donc, vous pouvez regarder vos résultats et vous comparer auprès de tous les participants, ou vous pouvez segmenter l'information pour vous comparer à des entreprises qui œuvrent soit dans un secteur particulier, dans une région administrative particulière, ou qui ont également votre taille. Donc, vous pouvez également vous comparer avec des organisations qui sont dans des tailles plus élevées que la vôtre, dans des régions ailleurs. C'est vous qui choisissez votre groupe de comparaison. Ensuite, ce que ça vous permet de faire, c'est d'obtenir justement, de voir les priorités d'action que vous devriez établir au sein de votre organisation. Donc, où sont vos forces, bien entendu, où est-ce que ça va bien, donc vous êtes dans la moyenne, et bien entendu, où se trouvent vos lacunes. Et par la suite, l'application, ce que ça vous permet de faire, c'est de suivre vos résultats, donc l'évolution de vos indicateurs au fil des trimestres. Et voici ce à quoi Mesure RH ressemble. Donc, à la gauche de chaque graphique, vous retrouverez votre résultat. En dessous, vous avez également le résultat pour la période antérieure avec un code de couleur qui vous permet d'établir est-ce que je me suis amélioré, donc avec du vert. Si je me suis maintenu, c'est en bleu. Et si vous vous êtes détérioré, ça va être en rouge. Et ensuite, à côté, vous avez le positionnement de votre organisation dans le graphique. Donc, si vous faites partie de la zone bleue, félicitations, vous faites partie des meilleurs résultats pour votre groupe. Si vous êtes dans la zone grise, tout va bien, ne vous en faites pas, vous êtes dans la moyenne. Et malheureusement, si vous vous trouvez dans la zone rouge, c'est que vous avez des améliorations à se faire de ce côté-là et vous devriez concentrer vos efforts pour améliorer ces indicateurs. Ensuite, vous avez également le format tableau qui est disponible. Le format tableau vous permet d'accéder à d'autres types d'informations telles que c'est quoi le meilleur résultat pour un indicateur, c'est quoi le pire résultat pour un indicateur, quel est le résultat médian et bien entendu, le nombre d'organisations avec lesquelles vous vous comparez. Pour les indicateurs, tels que mentionnés, on en a 13. Aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, on a décidé de vous parler de 6 indicateurs de performance qui se trouvent présentement dans l'application. Je vais laisser la parole à André. Un indicateur très important en ressources humaines, c'est le taux de roulement. Je connais presque pas d'organisation québécoise qui ne le calcule pas, ou du moins qui ne voudrait pas le calculer. Donc, le taux de roulement, ce que ça fait, c'est le pourcentage qui représente le nombre d'employés qui quittent l'organisation pour une période donnée. Okay? Et ça, par rapport au nombre moyen d'employés. Dans le roulement, cependant, c'est important de diviser en deux catégories, le roulement volontaire et le roulement involontaire. Le roulement volontaire, comme on l'avait dit précédemment, ce sont les démissions et les retraites, tandis que le roulement involontaire inclut les mises à pied, les congédiements et les décès. Donc, quand on regarde, quand on analyse nos résultats, c'est tout le temps intéressant de diviser en deux et de regarder notre roulement involontaire et de pouvoir voir ensuite quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour diminuer notre roulement. Je vais laisser Amy maintenant vous parler des résultats qu'on a obtenus avec Mesure RH. Donc, je vais vous parler du taux de roulement volontaire. Donc, comme André vient de le dire, le taux de roulement volontaire inclut les démissions et les retraites et la moyenne en 2017 est de 14,2 pour l'ensemble du Québec. Et si on regarde un peu à travers les régions, on voit que pour l'est de la province, donc tout ce qui est les régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent ainsi que Saguenay-Lac-Saint-Jean pourraient être des exemples, 11,9 de taux de roulement volontaire. Donc, c'est le meilleur résultat en ce moment dans les régions au Québec. C'est suivi de l'ouest de la province, donc avec 14,8 donc légèrement au-dessus de la moyenne pour tout ce qui est secteur Montréal, Laval, la Montérégie et bien entendu en montant vers la Témiscamingue et l'Outaouais. Et finalement, pour le centre de la province, donc Estrie, Mauricie et centre du Québec, 15,3 donc c'est le résultat le plus élevé en ce moment pour le taux de roulement volontaire. Et si on le regarde par secteur d'activité, l'endroit où c'est le plus élevé, commerce de détail, arts et spectacles et loisirs, services d'hébergement et de restauration avec 26,4 pour 2017. Ensuite, on retrouve le secteur de la fabrication avec 16,4 les services professionnels, scientifiques et techniques, donc tout ce qui est secteur TI, consultants, ensuite les services d'ingénieurs et d'architectes pourraient également se retrouver à l'intérieur de ça, 12,6 de taux de roulement volontaire. Et l'endroit où c'est le plus bas, le service d'enseignement et organisation professionnelle avec 5,2
Donc, il s'agit d'un secteur où on retrouve également les institutions gouvernementales. Donc, les gens entrent, bien souvent en ressortent qu'à la retraite. Un autre indicateur qui pourrait être très important, surtout quand on veut peut-être analyser la qualité de notre recrutement, c'est le taux de rétention des nouveaux. Le taux de rétention des nouveaux, comment on le calcule chez Syntel, c'est qu'on définit un nouveau comme une personne ayant 1 an et moins d'ancienneté. Donc, ce qu'on vient calculer ici, c'est le pourcentage de nouveaux employés, donc d'employés avec moins d'1 an d'ancienneté, qui travaillent toujours pour l'organisation à la fin de la période ou de l'année étudiée. La formule est là pour vous expliquer comment le calcul est fait dans Mesure RH. Donc, plus que notre taux de rétention est élevé, mieux c'est pour l'organisation. Donc, on pourrait même dire que s'il est au-dessus de 90 de ne pas s'en inquiéter. En ce moment, au Québec, en 2007, 89,1 donc ça va quand même assez bien. L'endroit où c'est le plus élevé, l'Est du Québec, donc l'Est de la province avec 92,2 suivi quand même de près par l'ouest de la province avec 90,1 et l'endroit où c'est le plus faible, je vous dirais que c'est au centre de la province avec 78,9 Et si on le regarde par secteur d'activité, ce qui fait descendre la moyenne en ce moment, je vous dirais, c'est le secteur de la fabrication avec 84,1 On retrouve ensuite le secteur de la vente au détail, services d'hébergement et de restauration avec 90,7 mais il n'y a pas vraiment de grande différence avec tout ce qui est services professionnels, scientifiques et techniques qui ont, quant à eux, 91,8 L'endroit où c'est le plus élevé, donc services d'enseignement et organisation professionnelle, donc les institutions gouvernementales avec 94,8 Le prochain indicateur dont on voulait vous parler est le ratio d'embauche nette. Dans le fond, ce que ça fait, le ratio d'embauche nette, ça met en relation vos embauches sur vos départs. Ce que ça vient vous dire ou vous donner comme information, surtout si vous êtes une entreprise en croissance, donc qui avez des vues là, pour croître au niveau soit de votre production, au niveau des territoires, habituellement, ça va vouloir dire plus d'embauches que de départs. Donc, avec un ratio d'embauche nette plus grand que 1, voudrait dire que l'entreprise, au niveau de sa main-d'œuvre, est en croissance. En bas de 1 voudrait dire au contraire qu'elle a plus de départs que d'embauches. C'est un indicateur qui est facile à calculer et qui est important à calculer, surtout lorsque vous avez une planification d'effectifs qui voudrait que vous soyez en croissance et non pas l'inverse, là où vous perdriez plus d'employés que vous en embauchiez. Et au Québec, en ce moment, je vous dirais en 2017, 1,4. Donc, les entreprises ont embauché environ 1,4 employés, excusez-moi, pour chaque départ. Les endroits où c'est le plus élevé, donc on voit que c'est égalité entre l'Est de la province et l'Ouest du Québec avec 1,5. Et l'endroit où c'est le plus faible, donc les entreprises qui sont dans le centre du Québec ont en moyenne une embauche pour chaque départ. Et si on regarde par secteur d'activité, l'endroit où il y a une plus grande croissance serait dans les services professionnels, scientifiques et techniques avec 1,8. Ensuite, on a 1,6 pour le secteur de la fabrication. Donc, le secteur de la fabrication serait en croissance. Ensuite, 1,3 pour tout ce qui est services d'enseignement et organisation professionnelle. Et finalement, l'endroit où le plus faible ratio d'embauche nette se trouve, c'est vente au détail, services d'hébergement et de restauration avec 1,1. Le prochain indicateur est un indicateur de recrutement qui vient mesurer en fait le délai d'embauche, donc le temps requis en jours calendrier pour pourvoir un poste. Ce qu'on vient prendre, c'est on prend la date d'embauche de l'employé et on soustrait la date d'autorisation de la réquisition ou la date d'affichage du poste et on divise par le nombre total d'embauches pour l'organisation. Bien entendu, plus un délai d'embauche est long, plus cela va nuire à votre organisation, étant donné qu'on est dans une pénurie de talents actuellement. Ce que ça fait, c'est plus vos délais d'embauche sont longs, plus vous risquez de perdre des bons candidats. Cependant, ça se peut aussi que vous ayez des délais d'embauche longs parce que justement, il n'y a pas de candidats. Donc, c'est quelque chose à calculer. Et Amy, je pense, va vous donner à quoi ressemble le délai d'embauche moyen au Québec actuellement. Oui, au Québec actuellement, du moins en 2017, c'était de 59 jours. Et là, il s'agit de jours calendaires, donc on inclut également les fins de semaine à l'intérieur de ça. Je ne sais pas pourquoi ça affiche valeur jour, mais je peux vous le garantir, c'est 64 jours pour l'ouest de la province et l'est de la province, c'est 44. Et malheureusement, pour les entreprises qui se retrouvent dans le centre du Québec,
Je n'avais pas les données pour le faire, donc soit A, il ne voulait pas le mesurer ou il ne voulait pas le savoir. Et si on regarde par secteur d'activité, ceci, c'est différent. Donc, par secteur d'activité, l'endroit où c'est le plus haut, c'est services professionnels, scientifiques et techniques avec 81 jours. Ensuite, j'ai 70 jours pour tout ce qui est services d'enseignement et organisation professionnelle, 59 jours pour le secteur de la fabrication et 40 jours pour le secteur de la vente au détail, services d'hébergement et de restauration. Toutefois, on peut également croiser l'information avec d'autres indicateurs tels que le taux de rétention. Donc, on peut voir que les endroits où on prend le plus de temps pour recruter sont les endroits également où on a un meilleur taux de rétention. Un autre indicateur important quand on est en recrutement et aussi quand on veut retenir nos gens, c'est d'être près d'être compétitif dans la rémunération, donc être près de la rémunération moyenne ou au-dessus. Donc, ce que ça vient mesurer, la rémunération moyenne, ça mesure l'investissement moyen d'une organisation dans son capital humain. Comment on fait pour calculer cet indicateur-là? On prend votre coût de main-d'œuvre total. Et quand on dit coût de main-d'œuvre total, on inclut autant les salaires fixes et variables, ainsi que les avantages sociaux, et on divise par le nombre total d'employés dans votre organisation. Et au Québec, en 2017, la rémunération moyenne était de 65 613 $ par employé. Et là, il s'agit de tout poste confondu, bien entendu. L'endroit où c'est le plus élevé est dans l'ouest de la province avec une rémunération moyenne, de 70 119 $ par employé. C'est suivi du centre du Québec avec 56 837 $ et finalement, l'endroit où la rémunération est la plus basse serait dans l'est de la province avec 55 630 $ par employé. Et si on regarde par secteur d'activité, il s'agit du secteur services professionnels, scientifiques et techniques qui offre la plus grande rémunération, donc avec 87 333 $ par employé. C'est suivi des services d'enseignement et organisation professionnelle avec 66 589 $, de la fabrication qui offre des rémunérations de 48 130 $ et finalement, commerce de détail, arts et spectacles, services d'hébergement et de restauration avec 43 804 $. Et là, encore une fois, on peut regarder les informations et les croiser avec d'autres indicateurs. Donc, on peut remarquer que les deux endroits qui offrent la plus faible rémunération ont également le taux de roulement le plus élevé. Est-ce que c'est la seule raison qui explique le taux de roulement volontaire qui est le plus élevé? Sûrement pas. Est-ce que ça fait partie des raisons qui expliquent le taux de roulement? Peut-être. C'est à regarder de votre côté. Finalement, un dernier indicateur dont on voulait vous parler, c'est un indicateur financier. On a inclus, je pense qu'on a un autre indicateur financier dans Mesure RH. Pourquoi on voulait inclure des indicateurs financiers? Parce que c'est important pour les professionnels RH de pouvoir parler avec les gens de finance des organisations. On voit souvent une faiblesse à ce niveau-là. Donc, le taux de rendement du capital humain est un bon indicateur pour engager la discussion avec les gens de finance chez vous. Ce que ça vient mesurer, le taux de rendement du capital humain, c'est le profit avant impôt pour chaque dollar investi en salaire et en avantages sociaux. C'est appelé aussi le retour sur l'investissement du capital humain. On a mis ici la formule. En fait, on prend les revenus d'exploitation de l'organisation, donc les revenus, et on soustrait à ça les dépenses d'exploitation moins les coûts de main-d'œuvre et on divise par les coûts de main-d'œuvre. Ce que ça va vouloir vous dire, ça, c'est en fait, pour chaque dollar investi dans votre main-d'œuvre, quel montant est retourné à l'organisation. Donc, le taux de rendement du capital humain devrait être plus grand que 1 si on veut être à profit. Si on est en bas de 1, c'est-à-dire qu'on a une valeur de 0,9 ou de 0,8, voudrait dire que pour ce trimestre-là, on ne ferait pas d'argent. Il est possible dans des petites organisations ou des organisations saisonnières d'avoir des taux de rendement du capital humain en bas de 1 pour un trimestre, mais sur toute une année, il est préférable que ce soit au-dessus de 1. Et en 2007, la moyenne est de 1,8. Donc, les entreprises du Québec récoltent en moyenne 1,80 $ pour chaque dollar investi en main-d'œuvre. L'endroit où c'est le plus haut, l'Est du Québec avec 1,9. Ensuite, l'Ouest de la province obtient 1,8, donc directement sur la moyenne. Et finalement, le Centre du Québec avec 1,7. Donc, on peut voir que c'est quand même assez similaire à travers la province. Mais c'est un indicateur qui est important de regarder également par secteur d'activité, étant donné comme de quoi ça varie énormément par secteur. L'endroit où c'est le plus élevé, services d'enseignement et organisation professionnelle avec 2,8. Donc, ensuite, on retrouve la fabrication avec 1,6,
commerce de détail, art, spectacle et loisirs, services d'hébergement et de restauration avec 1,4 et finalement l'endroit où c'est le plus faible, de services professionnels, scientifiques et techniques avec 1,1. Pour terminer ce webinaire, on aimerait vous donner quelques petits conseils pour vous lancer dans l'analytique ou dans le benchmarking. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tolérer l'imperfection de vos données, d'attendre d'avoir des données parfaites pour débuter un projet de benchmarking. Vous n'allez jamais commencer. Donc, il faut tolérer qu'on n'ait pas des données parfaites. Ce que je dis souvent, c'est 80% des données sont bonnes, on y va, on se lance. Aussi, dans Mesure RH, on a 13 indicateurs de performance. Cet après-midi, on vous en a présenté 5 ou 6. Là aussi, je dis tout le temps aux gens, essayez pas de tout faire d'un coup. Commencez petit, commencez surtout par les indicateurs qui sont les plus parlants pour vous. Donc, 2, 3, 4 indicateurs pour débuter et après ça, ajoutez-en graduellement. Vous allez commencer à manger l'éléphant par des petites bouchées, c'est tout le temps plus facile. Un autre conseil, c'est de rester aligné avec les stratégies organisationnelles. Des indicateurs de performance qui n'auraient aucun lien avec les stratégies de l'organisation, avec les stratégies RH, ça ne vous donne rien de les mesurer. Donc, assurez-vous que les indicateurs que vous choisissez aient vraiment un lien avec vos stratégies. Aussi, en ressources humaines, on n'est pas tout le temps très habile avec les données, avec les systèmes d'information et surtout d'aller extraire les données des systèmes d'information. Mettez-vous amis avec les gens de TI de votre organisation. Amenez-leur des beignes le vendredi s'il faut. C'est ces gens-là qui vont pouvoir vous aider à aller chercher les données et vous aider à produire vos indicateurs. Finalement, le dernier petit conseil que je vous donnerai, c'est de commencer à comparer vos indicateurs, à vous benchmarker avec votre compétition, avec les gens de votre secteur d'activité. Ça va vous donner l'élan nécessaire pour améliorer vos pratiques. Oui, on peut se comparer à la moyenne et être dans la moyenne, mais ce qui est important de faire, c'est de se comparer avec les meilleurs. Donc, si vous voulez vous améliorer, benchmarkez-vous. Voilà.